Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nos experts ont préparé pour vous cette semaine une série de vidéos exclusives sur l'intelligence artificielle. Si les investissements hasardeux dans l'IA risquent de se multiplier dans les mois et années à venir, comme ce fut le cas lors de l'avènement d'Internet, cette innovation présente une vraie opportunité pour les investisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre conférence spéciale IA présentée par Arthur Toss, où il vous révélera tout sur sa stratégie pour profiter pleinement de l'ascension de l'intelligence artificielle. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et vous souhaite un excellent visionnage. Salut Arthur. Salut Étienne. C'est bien qu'on se voit aujourd'hui pour parler d'IA parce qu'il y a quelques jours, un ami m'a demandé, un ami qui est chef d'entreprise en fin de carrière, donc il se demande comment placer son argent en bourse. Et comme il sait que je travaille beaucoup dans la tech, il m'a demandé si l'IA allait faire perdre autant d'argent que la blockchain. Alors ça m'a fait rigoler cette question, puis du coup j'ai pensé à toi qui est très enthousiaste sur l'IA. Mais en fait, je pense qu'il y a un fond de vérité dans cette question, puis il y a des inquiétudes que beaucoup d'investisseurs doivent avoir. Parce qu'on a vu que les promesses de la blockchain, elles n'avaient pas été tenues pour tout le monde, et c'est loin de le dire. Et du coup, on peut se demander si l'IA, c'est une énième techno foireuse, comme l'impression 3D, les drones, ce genre de choses, les objets connectés. On nous disait que ça allait être des marchés à milliers de milliards de dollars, et finalement, on n'a pas vu ça se passer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est ce qu'on appelle des cycles d'innovation, en fait. Et le problème, c'est que on peut être très en amont d'un cycle d'innovation et généralement, quand on est un investisseur et qu'on est trop en amont d'un cycle d'innovation, effectivement, on n'est pas forcément gagnant au niveau financier parce que être trop en amont, c'est pas forcément la bonne chose parce que le marché est pas assez large. Et donc, en fait, on investit. Puis, il y a même une petite tendance qui arrive souvent, c'est que les boîtes qui sont là, les premières, sont pas forcément celles qui vont gagner parce qu'en fait, elles sont arrivées un peu plus tôt et dans le marathon, elles ont fini par s'épuiser, en fait. Et voilà. Et en plus, il y a une deuxième problématique, c'est qu'on considère en technologie que quand on construit sur ce qu'on appelle une stack technique, donc un, on va dire comment ça s'appelle, des fondations techniques d'une société, bah, quand on part tôt, on construit sur ce qu'on connaît à l'époque, et puis petit à petit, on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et en fait, il y a toujours une difficulté, c'est que en partant très tôt, on part sur une base technique qui, à l'époque, peu de monde connaît. Le secteur se développe. Mais quand on arrive aux autres, les boîtes qui sont à côté partent avec une base qui est une base de dernière génération, alors que vous avez encore la base de première génération et faire le switch est très compliqué. On l'a vu très récemment, par exemple, le rachat de Figma à 20 milliards par Adobe, c'est ça. Pourquoi? Parce que Figma a été pensé depuis le début pour être un outil qui est utilisé en mode totalement SaaS, donc totalement dans le cloud et en mode à plusieurs. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui se remettent, Adobe, c'est des logiciels qui permettent de faire voilà, InDesign, etc. On travaille en commun autour d'une image ou quelque chose comme ça. Figma, c'est la même chose, sauf que au lieu de travailler sur un poste fixe avec en installant le logiciel, etc., et au lieu de devoir partager les choses, on peut travailler en temps réel à des dizaines sur la même image. Voilà. Et pourquoi est-ce que Adobe a été racheté Figma? Parce qu'en fait, c'était impossible pour Adobe de créer en interne, sur une architecture qui était très très vieille, sur lesquelles il y avait eu plein de strates, cette idée de travailler à 10 sur la même image. Donc c'est ça aussi qui est un peu compliqué dans la techno, c'est que être là tôt, ça peut être une bonne chose, mais ça garantit pas le succès. Donc forcément, pour les investisseurs, ça peut être un peu compliqué. Et après, il y a aussi la puissance de votre techno et la capacité à la déployer. C'est-à-dire, on peut prendre l'impression 3D. Qu'est-ce qui a fait que l'impression 3D a pas vraiment émergé comme on le pensait? C'est qu'au final, le coût unitaire, il a jamais été bon. Il commence à devenir bon maintenant. Mais en fait, quand on y a pensé, on s'imaginait que instantanément, on allait pouvoir imprimer une multitude de choses et on s'est rendu compte que dès qu'on sortait de couches de plastique qu'on mettait les unes sur les autres ou d'autres types de matériaux, c'était très compliqué. Même les impressions métalliques, c'est arrivé que ces dernières années et on a beaucoup de mal. Et en fait, généralement, la plupart de ce que vous consommez dans votre quotidien, ce n'est jamais que du plastique ou que du métal. C'est souvent une multitude de choses qui sont assemblées les unes avec les autres. Car avant que vous imprimiez en 3D un iPhone, ça va être compliqué, quoi. C'est là où l'impression 3D, il y a eu pour moi un mensonge pour les investisseurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était sursollicité d'impression 3D. On avait Groupe Gorgé qui devait être le nouveau Microsoft de l'impression 3D en France. On avait TVS et tout. Et
la promesse de base, il y en avait deux. Donc, comme tu as dit, il y a les industriels qui étaient censés pouvoir faire n'importe quelle pièce avec l'impression 3D. On a vu que c'était pas possible. Et puis, il y avait les particuliers où on disait, on va tous imprimer nos pièces du quotidien chez nous Non, pour mais pouvoir réparer la poignée de porte, le ouais, bouton de la machine à laver, et ça va faire la fin de l'obsolescence programmée. Et ça, c'était des conneries. Et alors, quand je le disais au début, on me disait, oh, tu crois pas à la technologie, tu crois pas à l'innovation, tu vas voir, ça va changer le monde. Et en fait, on voit que ces promesses, elles étaient fausses, tout simplement parce que c'était pas des vrais besoins. Les particuliers, ils n'ont pas du tout envie de réparer leur poignée de porte et leur bouton de machine à laver tout seul. D'ailleurs, c'est pas des ingénieurs, donc ils savent pas gérer des modèles, encore moins les faire eux-mêmes. Donc, oublions les particuliers, à part vraiment les technophiles. Et les industriels, quand on fait du moulage par injection et qu'on fait 10 000 pièces, c'est pas pour se retrouver avec une ferme d'imprimante qui va tourner 24/7 pour faire 100 pièces par jour. Oui, Il mais y en a après, qui font des pièces très techniques, mais en fait, ça n'a pas eu la révolution de volume qu'on pensait avoir. Ah Donc, non, il y a cette question sur l'IA, est-ce que, notamment les IA génératives, on a vu que la classification, bon, ça marche très bien, est-ce qu'ils vont vraiment avoir la possibilité de se déployer partout pour être effectivement le marché à centaines ou à milliers de milliards de dollars Alors, aujourd'hui. je pense que déjà, il faut noter quelque chose qui est très important dans les technologies, c'est il y a une forte différence entre ce qui va nécessiter du hardware et ce qui nécessite que du software. Parce que ce Oui. qui nécessite que du software, c'est beaucoup plus facile à déployer que ce qui nécessite du hardware. C'est ce que je raconte depuis des années aux gens et quand on a eu la folie du métaverse, je disais toujours, vous vous occupez pas de comment est l'univers de méta, est-ce que le château, il est pixelisé, pas pixelisé, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas ça l'important. L'important, c'est est-ce que quand vous mettez le casque, est-ce que vous avez envie de vomir? Est-ce que ça vous fait mal au cervical, etc. Parce que c'est ça qui va faire. Est-ce qu'on va utiliser un masque pour entrer dans un monde virtuel? C'est ça. Et tous ceux qui ont joué à la Wii, à la Switch, etc., ont très bien compris ces problématiques. Quand on commence à donner des coups d'épée comme ça, on a mal là, on a mal là. Alors, quand on est à la manette, on est habitué, on a moins mal. Et donc, il y a tout cet aspect purement physiologique dans le métaverse qui repose que sur une seule chose, c'est pas du software et on peut faire tout le software qu'on veut. On changera pas le fait que si le casque est trop lourd, ça fait mal au cervical. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'innover au système des puces et sur tout un tas de systèmes. Hein. Même Meta fait maintenant des alliages et dispose des brevets dans certains types d'alliages plastiques pour avoir des trucs qui sont solides, qui maintiennent la chaleur, etc. Enfin, qui dispersent la chaleur, etc. Et qui Et vont les pouvoir sorties. mettre dans les casques. Et donc, vous vous rendez compte que d'un domaine, le métaverse qu'on pense vraiment informatiser, en fait, on a beaucoup de hardware. Et quand on prend, bah, par exemple, l'imprimante 3D, effectivement, même si attention, il ne faut pas non plus trop critiquer parce qu'il y a des secteurs qui ont été révolutionnés. Par exemple, le secteur des gouttières ou tout le secteur de la dentition, il y a eu des très très gros changements de part de marché parce que ceux qui ont réussi à optimiser leur processus et à faire fabriquer par des imprimantes 3D, etc., ont pris une part de marché qui est dingue. D'ailleurs, chez Groupe Gorgé, c'est 50% du business, c'est ça. Hein. Donc voilà. Donc il faut faire attention parce que des fois, un secteur n'est pas la révolution mondiale affichée, mais par contre, dans un micro-marché, il répond à un vrai besoin et il casse tous les codes. Et il peut y avoir Ouais, et il peut y avoir des c'est- opportunités financières. Il y a quelques petits laboratoires en France qui ont réussi à prendre des très grosses parts de marché parce qu'ils ont été sur l'impression 3D au début, ils ont développé les bonnes compétences, etc. Et tous les autres sont en train de se faire laminer petit à petit. Donc, voilà, faut faire attention sur ce genre de choses. L'avantage de l'IA ici, c'est que le hardware existe quasiment pas. Le seul hardware que vous avez en IA, c'est des puces. Et entre guillemets, est-ce qu'il y a une limite au nombre de puces que vous pouvez mettre? Sûrement. La limite Alors, on voit qu'il y a une que... limite financière, hein, le coût d'utilisation de Voilà. l'outil, il devient cher, mais c'est vrai que tu as raison, c'est des choses très parallélisables. Et aujourd'hui, avec le hardware de 2023, n'importe quelle boîte, et surtout n'importe quel grand groupe, peut se payer des modèles, peut faire ses propres modèles, entraîner ses propres modèles et les exécuter, n'en parlons même pas. Ça se fait même maintenant sur des ordinateurs individuels. Comme tu dis, la limite du hardware, elle n'est pas vraiment là sur l'IA. Non, il y a pas vraiment de limite. Et en plus, il y a toute la théorie, la loi de Moore, etc., qui fait qu'on double à chaque fois. Donc, ça va aider l'intelligence artificielle. La limite, plutôt, dans l'intelligence artificielle, elle réside autre part. Elle réside plutôt sur la disponibilité de données que vous allez avoir pour entraîner vos modèles. Et la clé, et surtout, plus que la disponibilité, parce qu'on en fait beaucoup des données, c'est la qualité de vos données et la capacité que vous allez avoir
à juger de cette qualité de données et à travailler cette donnée-là. D'accord? Alors, globalement, là-dessus, c'est pour ça que c'est aussi important, à chaque fois que vous prenez une technologie, de découper en strates et de voir ce qui marche et ce qui marche pas. On va prendre un exemple très simple, la blockchain. Tout le monde vous dit la blockchain, ça n'a pas marché et ça ne marche pas. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Pourquoi est-ce que c'est vrai et c'est pas vrai? Parce que les cryptos, effectivement, la plupart n'ont pas d'utilité. On va dire que la principale utilité des crypto-monnaies, en dehors de l'aspect trading qu'on en fait certains, c'est l'aspect de hedge contre l'inflation dans les pays émergents, mais entre guillemets, la seule utilité réelle qu'on y trouve avec des gens qui l'utilisent quotidiennement et quelque chose qui fonctionne, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes un petit Brésilien, vous achetez un stablecoin qui est sur la blockchain Ethereum ou sur sa propre blockchain, etc., pour pas avoir du réel, parce que comme ça, vous n'avez pas la dévaluation de votre monnaie. Et vous pouvez obtenir plus facilement du dollar. Alors Voilà. ça, typiquement, c'est là où la blockchain s'est plantée, parce que à l'expérience, on s'est rendu compte que la vraie barrière pour avoir une monnaie qui ne dépende pas de l'État, c'était pas d'avoir une techno de base de données décentralisée, ce qui est la blockchain, c'est que l'État nous laisse faire. Finalement, si PayPal avait fait son unité monétaire et avait pu continuer à faire comme il faisait dans les années 2000, où c'était un Far West, hein, vous pouviez ouvrir un compte Oui, PayPal, vous n'avez même pas envoyé une pièce d'identité, vous envoyez de l'argent aux quatre coins de la oui. planète, ça aurait suffi à tout le monde. En fait, la blockchain, c'était une réponse technique à ce besoin d'argent indépendant des États. Et très vite, on s'est rendu compte que le risque était juste législatif. Et les États se sont mis à taper sur les cryptos. Et du coup, ça fait que la blockchain, finalement, elle répond pas au problème principal de ce sauvegarde de l'argent. Non, mais Il y a peut-être d'autres usages derrière. ça, c'est pour la crypto. Et après, la blockchain en tant que telle, la problématique, c'est que beaucoup de gens ont fusionné la crypto et la blockchain. Or, la blockchain est une technologie sur laquelle repose la crypto. Toutes les cryptos n'utilisent pas la blockchain d'ailleurs, même si la plupart des grosses cryptos utilisent la blockchain. Et il y a quelques technologies de blockchain qui sont très intéressantes et qui commencent à avoir des vrais cas d'usage et des cas d'usage qui sont extrêmement forts. Voilà, on commence à voir des contrats qui sont stockés dans la blockchain, des choses comme ça, et vous voyez des entreprises dédiées qui sont capables de faire des choses qui sont très très puissantes. Il y a dans certains pays où par exemple il y a beaucoup de corruption, il y a des sociétés qui stockent les actes notariés sur la blockchain pour éviter qu'il y ait un aspect de, de comment ça s'appelle? Falsification, hein, Ouais, c'est voilà, ce falsification. genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses. La problématique, c'est toujours de comprendre la techno et le ressort qu'il y a derrière. Et on a la même chose un peu sur les IA. On va vous parler que de modèles généralistes, à la OpenAI, Bard, de Google, etc. La vérité, c'est qu'un modèle général, vous lui incorporez énormément de choses. C'est un peu un modèle général. C'est un peu comme le tonneau des Danaïdes. Vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez, et puis après, il vous sort un truc, et entre guillemets, il n'y a pas vraiment de limite. Alors, on commence à l'atteindre parce que, par exemple, le PDG d'OpenAI commence à dire que maintenant, on arrive à la fin de ce système de grossir, grossir, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous mettez de plus en plus de données, la qualité de vos données commence à diminuer parce que c'est difficile de générer des données qui sont toujours qualitatives. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez incorporé tout Wikipédia, tout machin, etc., bah après, vous allez incorporer quoi? Bah, vous allez incorporer d'autres sites. Mais normalement, si vous avez incorporé les sites les plus sérieux, bah, ça veut dire que les sites que vous allez incorporer après, c'est des sites qui sont un peu moins sérieux. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, si on va beaucoup plus loin, dans cette course à la taille, on va créer encore plus d'artefacts. C'est quoi les artefacts? Les artefacts dans une intelligence LLM, c'est un moment où l'intelligence artificielle va prendre plusieurs sujets, les mettre en commun ensemble, en tirer une conclusion qui n'est pas du tout juste. Pourquoi? Parce qu'elle l'a imaginé. Elle a imaginé le scénario, elle a imaginé ce genre de choses, elle essaye de lier deux informations qui sont pas forcément liables l'une avec l'autre pour en tirer une conclusion, elle imagine la conclusion et la conclusion peut s'avérer totalement fausse. C'est ce qu'on appelle un artefact. Et ça, il peut y en avoir beaucoup et plus vous mettez de données, plus il risque d'y en avoir. Donc ces modèles larges, ils arrivent déjà un peu en bout de course. Alors, Après, c'est la manière. après, en Hein? plus, il y a un problème de coût, parce que le modèle large, c'est aussi une consommation exponentielle d'énergie, de temps de calcul. Quand on voit la taille des modèles d'il y a 6 mois, un an, et la taille des derniers qui sortent, là, il y a quand même une tendance à Oui, l'embonpoint. mais On va pas prolonger pendant 2 ans de plus, je pense. ouais, mais si on veut, par exemple, pour arriver à ce que fait OpenAI, Microsoft a dépensé un peu plus de 2 milliards en hardware et en installation. Enfin, si on veut 2 milliards dans le PNL de Microsoft, ça représente rien. S'il devait faire 3 ou 4 fois plus
pour Et en plus, s'assurer de pouvoir, il pourrait le faire. Donc, je pense pas que le système la problématique du coût du hardware rentre en ligne de compte. Peut-être elle va rentrer en ligne de compte pour tous les concurrents qui sont des startups. Mais après, si il tu veux, faut diffuser aussi en grand volume. Donc, c'est une chose de faire ton petit modèle. Il y a des universités qui ont fait des modèles très, alors peut-être pas du niveau de ChatGPT 4, mais de niveau 3.5, oui, il y en a qui se oui, tiennent très bien. Et je pense pas qu'ils aient mis 2 milliards, parce que 2 milliards, ça doit être le budget de l'université sur 10 ans. Donc, non, non, mais faire une après, IA à petite échelle, c'est effectivement pas cher. La question, c'est si tu veux une IA que les gens utilisent pour un oui, pour un non, comme la query de Google, est-ce que ça vaut le coup de faire un modèle généraliste? Moi, je suis pas sûr. non, 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 non. Je Et pense qu'un truc après, plus spécialisé. non, mais ce qu'on est en train de voir après maintenant, et ce qu'on voit même avec ChatGPT, c'est la plupart des gens qui se disent, OK, il y a une IA de type généraliste et il y a la course pour aller sur l'intelligence artificielle forte, etc., capable d'apprendre tout seul et tout le tralala, on n'y est pas encore, machin. Peut-être que ces IA, entre guillemets, de langage large sont les prémices de ces IA fortes parce elles vont permettre, entre guillemets, de mettre le pied dans la porte pour aller vers ces IA en entraînant des modèles, etc., et qui vont permettre de construire sur quelque chose. Mais surtout, ce que beaucoup de gens sont en train de voir c'est de se dire, moi, je suis pas capable de combattre OpenAI, mais par contre, moi, je suis capable de prendre mes données locales de mon marché, entraîner une IA vraiment spécifique sur mon métier, quitte à la plugger après à une IA de langage large et à faire ce qu'on a fait dans le cloud avec toutes les API qu'on a développées depuis les années 2013. Pourquoi est-ce que le cloud a émergé? La plupart des gens disent le cloud a émergé parce que Internet est là. Non, le cloud a émergé parce que les API ont émergé. Et les API ont permis de connecter une multitude de logiciels ensemble, alors qu'avant, c'était impossible. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Salesforce, dans la relation client, a émergé? Parce que Salesforce permettait aux entreprises d'avoir le logiciel sur Internet et d'avoir des API qui faisaient que ça se connectait à la comptabilité, ça se connectait au truc, ça se connectait au machin, etc. Alors qu'avant, quand on avait tout en interne sur son PC, ça se connectait pas ensemble. Hein. On avait beau avoir toutes les icônes sur son PC, il fallait ouvrir 15 applications, transférer les trucs, c'était un bordel monstre. Quand on est passé dans l'infrastructure des serveurs directs des entreprises, c'était la même chose. Il y avait beau avoir deux logiciels qui étaient sur les serveurs de l'entreprise A par exemple, les deux logiciels, ils discutaient pas ensemble. Parce C'est une question il de y en a. philosophie aussi à l'époque, hein, parce que dans les années, jusqu'aux années 90-2000, on n'ouvrait pas ces API. Il y avait des API internes, c'était quand même, évidemment, tout était stratifié, les librairies étaient bien Oui, faites, mais on les ouvrait surtout pas aux concurrents et on voulait pas d'interconnexion. oui, Et il y le avait. modèle, voilà, Oracle, monolithique, Voilà. surtout ne pas s'intégrer. Et ça, c'est C'est vrai que ça. Et avec Internet, ce qui a permis l'émergence de toutes ces sociétés cloud qu'on voit maintenant, c'est cette idée d'API ouverte qui a simplifié globalement la discussion entre les modèles. Et vous voyez bien que, par exemple, Salesforce, qui est devenu un titan des CRM, très bien, il a capté de la valeur. Mais il y a des gens qui se sont dit, moi, je vais faire que de l'order to cash, moi, je vais faire que du machin. Et ils ont capté de la valeur aussi. Et ça, c'est ce qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. Vous voyez des modèles à l'heure actuelle d'IA qui se développe à une vitesse folle. Je vais prendre un exemple. Il y a un truc qui s'appelle AutoGPT, d'accord, qui se construit au-dessus de ChatGPT et ça permet c'est AutoGPT qui va lui-même interroger ChatGPT et il va le faire sur plusieurs jours, etc., suivant des arbres de probabilité, suivant ce qui s'est passé, ce que les gens ont répondu à vos mails, etc., automatiquement. Ça a plus de 5 millions d'utilisateurs. Ça a 4 semaines et demie. Voilà. un truc de fou. En fait, ce qui est génial avec cette arrivée de l'IA connectée et ouverte, c'est qu'on retrouve ce qu'on voyait au tout début de l'Internet il y a 20 ans, ou au tout début de la micro-informatique il y a 40 ans pour ceux qui s'en souviennent. C'est-à-dire que des petits jeunes dans leur garage, si on prend l'expression de la Silicon Valley, peuvent faire quelque chose d'intéressant. Et comme tu Oui, dis, en quelques semaines, ils arrivent à faire un produit qui est utile, qui a une fonction. Alors maintenant, il y a des sites qui listent même les IA appliquées. oui, Il y a des publis tous les jours. Hein, c'est pas possible de les suivre, alors il faut y passer sa journée. Et là, on sent qu'il y a de la création de valeur qui va arriver. Donc pour les investisseurs, puis en plus il y a tout ce côté médiatique autour de l'IA, va tous nous mettre au chômage, ça va être la fin de l'industrie, on va ouais. peut-être Ça, c'est comme à chaque fois, ça. exactement. Mais c'est vrai que là, on pourrait se dire que ça l'est un peu plus vu qu'on voit des applications. Moi, j'y crois Mais pas. n'empêche, au moins, c'est des vraies applications qui valent quelque chose. Quand on voit ce foisonnement, et en plus, le fait que la course se fasse comme ça, avec une ligne d'arrivée qui bouge tout le temps, enfin, la ligne d'arrivée de l'IA n'est pas du tout la même que ce qui a été il y a 6 mois.
Pour ceux qui se souviennent, quand le ChatGPT a été ouvert, tout le monde s'est dit, voilà, ils ont pris une avance folle. Et aujourd'hui, bon, bah, il y a Microsoft, il y a Google, il y a Alibaba, il y a Baidu qu'on a sorti un. Baidu, on s'est beaucoup moqué d'eux, hein. On a dit, oh, ils ont 3 mois de retard sur OpenAI. Mais enfin, 3 mois de retard à l'échelle de l'informatique, c'est rien du tout. Donc, ils vont les Non, rattraper, 3 mois de retard. Donc, on a vraiment un socle de possibilités de l'IA qui est en train de gonfler à toute vitesse là depuis 6 mois. On a des gens qui font des contributions originales, comme celui dont tu parlais tout à l'heure. Et là, je pense qu'on a vraiment des gains industriels et donc potentiellement financiers à faire là-dessus, justement en se mettant sur ces petites briques de valeur, quitte à aller dans les niches, et où tu as un vrai impact, et surtout, tu n'es pas en train de dire je me bats contre un titan, parce que voilà, les IA généralistes ne feront pas tout. Il peut y avoir des applications métiers où on va pouvoir trouver des business models, on va arriver à facturer à des clients des services, parce qu'au final, c'est quand même ça qui est le juge de paix. Et pas forcément mettre des gens au chômage, mais au moins changer la manière dont ils bossent, avec des journées de travail qui sont plus du tout orientées pareil. Et à mon sens, c'est là où on va réussir à créer de la richesse. Et ah on bah c'est oui, parti pour moi. mais même chez les industriels qui vont exploiter correctement l'IA vont faire des gains économiques qui sont très forts. Il y a quelque chose qui est intéressant, par exemple, c'est que l'IoT, on dit souvent que c'est un échec. Globalement, c'est vrai que sur le déploiement, on est plutôt dans l'échec. D'accord? Même si on a rêvé d'un truc où on connectait tout et n'importe quoi. Ah oui. À Même dans les l'époque, usages, les trucs qui ont été ouais, déployés ne sont même pas utilisés. à l'époque, quand même, on avait rêvé des trucs avec Sigfox, etc., un peu de manière débile et tout ça. Mais globalement, on a vu une chose, c'est que les entreprises qui, pendant la crise, là, avaient déployé de l'IoT dans leurs usines, etc., savaient où étaient les dépenses énergétiques, les machins, etc., elles ont mieux vécu la crise que les autres parce qu'elles étaient suroptimisées et donc elles ont créé un système un peu de mode, c'est-à-dire une valeur supplémentaire parce qu'elles ont été capables de prendre cette technologie, de l'aspirer et d'en trouver une certaine quintessence. Et il y a des gens qui ont été assez forts là-dessus, hein. On peut vous prendre par exemple la Compagnie des Alpes qui avait visé très très large sur ce que ça allait taper au niveau électrique, etc. Et ils ont été capables de faire des efforts considérables. Alors après, c'est plus facile pour eux parce que comme ils ont une consommation considérable, l'enjeu est donc par essence considérable. Donc le ROI, par essence, devient beaucoup plus facile à faire. Alors que si vous avez une boulangerie de quartier, c'est peut-être plus compliqué d'avoir un ROI avec de l'IoT. Mais donc, on est un peu sur la même chose. Et les entreprises, à l'heure actuelle, qui vont utiliser l'IA, qui vont s'y mettre, elles ont les capacités de créer des barrières qui vont être considérables et d'en tirer, à mon avis, un gain de long terme qui peut être vraiment important. Et on le dit pas assez, mais la plupart des industriels, etc., qui sont allés dans l'informatique dans les années 2000, etc., c'est les industriels qui ont gagné de la part de marché dans les années 2010, etc., et qui ont construit quelque chose. Et si vous êtes un industriel et que vous vivez dans le passé, bah, au fur et à mesure, le passé finit par vous rattraper et après, il écrase votre société. Donc ça, de toute façon, il faut toujours être dans l'investissement d'avenir. Sinon, on vit sur le passé et vivre sur le passé, ça n'a jamais été bon ni pour les investisseurs, ni pour le rendement du capital. Ah bah il y en avait effectivement, oui, à la fin des années 90 qui disaient mais on n'a pas besoin d'Internet, ça fait 50 ans qu'on bosse sans, ils sont plus là pour en parler. Et c'est Voilà. vrai que ce que tu dis sur l'IoT, c'est très bon, alors on va peut-être conclure là-dessus, mais euh, l'IoT, en fait, qu'est-ce qu'il proposait aux industriels français et européens? C'était en gros économiser de l'électricité, hein. Parce que Mm. voilà, quand tu optimises tes process, tu as moins de stock, tu consommes moins, bon, voilà, t'économisais un peu d'énergie et un peu de dépenses. Mais en fait, c'est pas là le poste de dépense des boîtes européennes. On sait bien que la valeur ajoutée de l'Europe aujourd'hui, c'est dans les cerveaux, c'est dans le service, c'est dans le tertiaire, et du coup, c'est du temps de cerveau d'employé qui coûte très très cher. Mm. Le gars devant son PC coûte beaucoup plus cher que son PC maintenant. Et que propose d'économiser l'IA? Eh ben, du temps de travail de gens très qualifiés. Donc, on n'est pas du tout sur la même problème de rendement. Si vous avez quelqu'un qui passe plus la moitié de son temps à écrire des rapports, quitte à utiliser ChatGPT, hein, ou alors un médecin qui passe plus tant de temps à faire des diagnostics parce qu'il a une IA qui lui dit, voilà, 99% de certitude, c'est ça, il va complètement débloquer son potentiel et on pourra retrouver des gains de productivité. Rappelons quand même que les gains de productivité, ça manque un petit peu en Europe depuis 20 ans. Et là, pour le coup, on a une nouvelle techno qui permet d'apporter ça. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.